50 000 Français ont décroché une voiture électrique neuve pour 100 € par mois. L'opération a coûté plusieurs centaines de millions d'euros d'argent public. Mais dans quelques années, quand ces 50 000 voitures reviendront toutes sur le marché de l'occasion, qui gagnera et qui perdra ? On a suivi l'argent, du loyer du ménage jusqu'au dernier euro de la chaîne. Ce qu'on a trouvé est plus intéressant qu'une simple aide sociale. Mais alors reprenons du début. L'idée est née pendant la campagne présidentielle de 2022. Emmanuel Macron promet une voiture électrique à partir d'environ 100 € par mois pour les ménages modestes. Le principe est officialisé en décembre 2023 et le dispositif ouvre le 1er janvier 2024. Le mécanisme est simple. Vous n'achetez pas la voiture, vous la louez. L'État prend en charge une partie importante du coût du contrat, ce qui écrase le loyer. À la fin, vous rendez les clés ou vous rachetez le véhicule à sa valeur résiduelle. Bercy tablait sur 20 à 25 000 dossiers pour toute l'année. Le compteur a explosé. En 6 semaines, 50 000 commandes validées. Le 12 février 2024, l'Élysée ferme le guichet et parle d'un dispositif victime de son succès. En langage budgétaire, ça veut dire une chose, ça coûte plus cher que prévu. Mais alors combien ? Selon l'Institut de recherche I4CE, dans les cas les plus favorables, le coût public pouvait atteindre près de 13 000 € par véhicule, bonus écologique compris. L'enveloppe globale d'aide à l'électrique pour 2024 dépassait le 1,5 milliard d'euros. Et selon les estimations, le seul leasing social pouvait en absorber autour de 600 à 650 millions. Retenez bien cet ordre de grandeur, près de 13 000 € au maximum en 2024, parce qu'il va nous servir. Car il y a une deuxième édition, et un détail que presque personne n'a remarqué. En 2024, le leasing social était payé par le budget de l'État, directement. À partir de 2025, il change de financement. Il passe par les certificats d'économie d'énergie. En clair, ce sont désormais les fournisseurs d'énergie, EDF, Engie, Total Energy, qui financent le dispositif, dans le cadre d'une obligation réglementaire. Comme pour l'ensemble des certificats d'économie d'énergie, une partie de ce coût est généralement répercutée sur les consommateurs. Le financement devient donc moins visible dans le budget de l'État, sans disparaître pour autant. Autre évolution discrète, la générosité a fondu. D'après les paramètres officiels, le plafond de l'aide retombe autour de 7 000 € par voiture et jusqu'à 9 500 pour une production intégralement européenne, contre près de 13 000 donc en 2024. Même promesse politique, mais un plafond rabaissé et une facture qui a changé de forme. Maintenant, suivons l'argent. Où va-t-il vraiment ? D'abord, chez les constructeurs. Le leasing social assure un important volume de commandes aux constructeurs retenus, dans un marché où les clients hésitent. Et un groupe en a profité plus que les autres. Stellantis. C'est Peugeot, Citroën, Opel, Fiat. Selon l'AFP, sur les 50 000 commandes de 2024, environ 70% sont allées à Stellantis. Renault, en second, autour de 20%. Le reste se partage le solde. C'est ici qu'intervient la pièce la plus politique du dossier, le score environnemental. Pour être éligible, une voiture doit atteindre un score minimal, calculé par l'ADEME depuis un arrêté de décembre 2023. Ce score ne regarde pas seulement les émissions à l'usage, une électrique n'en a pas. Il prend en compte la fabrication, l'acier, l'aluminium, les batteries, l'énergie de l'usine, le transport jusqu'en Europe. Autrement dit, le lieu de production et les conditions de fabrication pèsent lourd dans le calcul. Dans les faits, ce mode de calcul favorise les véhicules produits en Europe et il écarte les électriques d'entrée de gamme fabriquées en Chine. La Dacia Spring, la MG4, les BYD, des voitures souvent moins chères mais hors dispositif. Et cette fois, ce n'est pas une interprétation, c'est le gouvernement qui le chiffre. Dans une note de décembre 2025, la Direction générale des entreprises l'écrit noir sur blanc. Sans le leasing social, la part de marché des électriques fabriquées hors d'Europe aurait été supérieure de 3,5 points. Le dispositif a donc, selon Bercy lui-même, contribué à orienter la demande des voitures asiatiques vers les voitures européennes. Une aide sociale sur le papier, un outil de politique industrielle dans les propres chiffres de l'État. Le gouvernement le défend. Les importateurs de véhicules chinois, eux, dénoncent une barrière déguisée. Et le marché électrique français a reculé d'environ 5% en 2025. Protéger l'industrie européenne, oui. Peut-être au prix d'un marché qui avance moins vite. Le troisième maillon et le plus discret et sans doute le plus intéressant, ce sont les loueurs. Parce que dans l'immense majorité des cas, vous n'êtes pas propriétaire, vous louez. Et derrière ces contrats, il y a des géants. Arval, une filiale de BNP Paribas, Ayvens, dans le giron de la Société Générale, Leasys, coentreprise du Crédit Agricole et de Stellantis, et Mobilize chez Renault, des banques et des constructeurs. Mais alors comment gagnent-ils de l'argent ? Le modèle repose sur 3 flux. Les loyers versés chaque mois, l'aide publique qui réduit le coût du contrat et la revente du véhicule quelques années plus tard sur le marché de l'occasion.
Et sur ce marché, les chiffres parlent. Selon l'ONG Transport et Environnement, le profit par voiture des grands loueurs a grimpé d'environ 53% entre 2018 et 2022, pour atteindre autour de 2000 € par véhicule. Sur la même période, les bénéfices d'Arval ont bondi de près de 192%, ceux de l'Isis de 143%. Ce sont des bénéfices et pas seulement des marges. Et bien sûr, ces résultats ne viennent pas que du leasing social français, ils reflètent toute leur activité européenne. Mais le principe, lui, reste le même, et il tient à une condition, que la valeur de revente tienne. Et c'est bien ici que le modèle révèle sa fragilité, parce que la valeur des véhicules électriques d'occasion chute fortement. Le responsable du pricing chez Arval le dit lui-même, la chute des prix du neuf, les remises massives, les règles de bonus qui changent sans arrêt, tout ça tire les prix de l'occasion vers le bas. Or, l'équilibre financier des loueurs repose largement sur cette valeur de sortie. Si elle s'érode durablement, le modèle vacille. La conséquence, on la voit déjà. Les loueurs augmentent leur loyer pour les entreprises. Et selon l'agence Reuters, certains constructeurs dont Tesla ont versé des compensations en liquide à des loueurs pour éponger la casse. L'ONG Transport et Environnement, elle, alerte depuis des mois. Le risque, c'est un marché de l'occasion électrique qui se retourne. Alors vous voyez le paradoxe. On lance un dispositif qui va déverser, dans 3 ou 4 ans, des dizaines de milliers de véhicules électriques d'occasion, sur un marché où ces voitures perdent déjà de la valeur très vite. Mais alors, dans l'histoire, qui gagne vraiment ? La réponse honnête, c'est qu'il n'y a pas un gagnant unique, il y a un système qui redistribue l'argent. Les ménages bénéficiaires d'abord, et c'est réel. Selon le ministère, en 2025, 55% des voitures sont parties vers des foyers ruraux et 45% dans des ménages situés dans les 3 premiers déciles de revenus. Pour quelqu'un qui roule 15 000 km par an et qui n'a pas 30 000 € d'avance, passer à l'électrique pour moins de 150 € par mois, carburant en moins, c'est un vrai gain de pouvoir d'achat. Ça, personne ne le conteste. Mais économiquement, le leasing social est bien plus qu'une aide sociale, c'est une chaîne. L'argent public réduit le loyer du ménage. Il soutient un important volume de commandes pour les constructeurs européens. Il oriente la demande loin des voitures chinoises. Et il profite aussi aux loueurs, filiales de grandes banques et de constructeurs qui encaissent les loyers et récupèrent ensuite les voitures pour les revendre. Mais est-ce que la subvention augmente leur marge ? Honnêtement, on ne peut pas l'affirmer sans les comptes détaillés du dispositif. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que plusieurs centaines de millions d'euros, budget de l'État hier et facture d'énergie aujourd'hui, irriguent toute une filière. Maintenant, revenons à la question de départ. Ces 50 000 voitures qui reviendront bientôt sur le marché de l'occasion, c'est le vrai test. Si elles gardent de la valeur, tout le monde s'y retrouve. Le ménage qui revend, le loueur qui encaisse, l'occasion qui s'ouvre à d'autres acheteurs. Mais si elles décrochent, ce sont les loueurs et derrière eux les banques qui absorberont la perte. On le saura à ce moment-là et pas avant. Alors selon vous, le leasing social, faut-il le juger sur ce qu'il apporte aux ménages ou sur ce qu'il coûte à la collectivité ? En avez-vous profité personnellement ? Donnez-nous votre avis en commentaire et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne du Revenu.